Notre prochaine conférencière est Dalia Gesualdi-Fecteau, membre du Barreau du Québec. Dalia Gesualdi-Fecteau est professeure et chercheur au département des sciences juridiques de l'UQAM. Diplômée en droit de l'Université de Montréal, elle a complété un certificat supérieur en droit français à Paris 2 et une maîtrise en droit à l'UQAM. Auteur de différentes publications portant autant sur les rapports individuels que collectifs de travail, Dalia a pratiqué le droit à la Direction générale des affaires juridiques de la Commission des normes du travail pendant plusieurs années avant de commencer à enseigner le droit. Dans ses recherches, elle s'intéresse notamment aux conditions de travail des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires. À cet effet, elle complète présentement son doctorat en droit dans le cadre duquel elle analyse l'effectivité du droit du travail auprès de cette main-d'œuvre. Dalia? Merci Stéphanie. Merci aux conférenciers ce matin qui ont pavé la voie au thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. On parle effectivement depuis le début de la matinée de la réforme de l'assurance-emploi qui, dans le discours du gouvernement fédéral depuis 2012, est accompagné aussi d'une volonté de réformer le programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est de ça dont je vais traiter aujourd'hui. Quand je parle de programme de travail temporaire, c'est ces programmes fédéraux cadres en vertu desquels la mobilité internationale des travailleurs est organisée au Canada et qui posent des conditions à cette main-d'œuvre-là quand ils arrivent pour travailler au Canada. Alors, je me suis adonné un peu de scrapbooking pour préparer la conférence. Moi aussi, comme Hans, je suis allée revoir dans l'actualité et dans les médias ce qui s'est passé depuis l'année passée. Et il y a un message qu'on nous lance dans la réforme de l'assurance-emploi, c'est cette volonté de jumeler des Canadiens et des Canadiennes aux emplois disponibles. Et là, je vais vous lire un passage d'un communiqué de presse qui a été émis très récemment par Jason Kenney, notre ministre de l'Immigration, et Mme Finlay, ministre du ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, ne l'oublions pas, Canada. Alors, dans ce communiqué de presse, on dit « Nos données recueillies nous démontrent que dans plusieurs régions, il y a des travailleurs étrangers temporaires qui sont embauchés alors que des chômeurs reçoivent des prestations. On veut donc éviter que les travailleurs étrangers viennent prendre des emplois qui devraient être occupés par des Canadiens. On est donc en train de mettre en place ou de consolider un discours d'opposition entre deux groupes de travailleurs et ce n'est pas discret, c'est dans le discours qui pose les réformes de l'assurance-emploi et la réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires. Je n'ai pas pu résister. Juillet 2012, alors à peine quelques semaines après l'annonce de la réforme de l'assurance-emploi et du programme des travailleurs étrangers temporaires, le ministre d'État, quand même, il faut le dire, Bernier, est à Gaspé. Il se fait poser la question par un journaliste. Oui, mais que se passera-t-il s'il y a des pénuries d'emplois qui sont créées par la réforme du programme d'assurance-emploi? Et le ministre Bernier de répondre, bien, les employeurs n'auront que recourir aux travailleurs étrangers temporaires. Il y a donc là, au-delà de l'anecdote, et j'insiste parce qu'évidemment, il y a quelque chose de largement anecdotique ici, il y a vraiment quelque chose dans le discours dans le discours et dans les pratiques qui se sont confirmées avec la réforme annoncée cette semaine du programme des travailleurs étrangers temporaires, une importance criante de regarder les conditions posées par ces programmes-là, les effets de ces conditions-là sur les travailleurs étrangers et plus globalement sur le marché du travail de façon plus générale. Alors, quelques chiffres pour peut-être poser la dimension de cette question. Les travailleurs étrangers temporaires au Québec, une augmentation de 60 % depuis 2006. Au Québec, il s'agit de près de 50 000 travailleurs étrangers temporaires qui sont venus travailler en 2012. 50 % de ces travailleurs-là sont des travailleurs étrangers qui viennent combler des professions qui exigent un niveau réduit de formation. Donc, généralement, ce sont des emplois où on peut obtenir une formation dans le cadre de l'emploi. Au Canada, depuis 2006, le chiffre a doublé. On est passé pour des travailleurs dont les employeurs doivent être autorisés à embaucher de la main-d'œuvre étrangère, je vais y revenir, on est passé de 100 000 travailleurs en 2006 à 200 000 en 2012. Dans quel secteur d'activité? Évidemment, il y a une diversité de secteurs. Disons,
pour ce qui est des travailleurs étrangers qu'on qualifie de peu spécialisés, j'y reviendrai là-dessus aussi, on les retrouve au Québec dans les ressources naturelles, dans le secteur agricole, évidemment, des travailleuses domestiques, dans le secteur également de la restauration et du commerce de détail à plus petite échelle. Dans le reste du Canada, un nombre important de travailleurs se retrouvent dans le secteur de la construction. L'apparition de ces programmes-là au Canada, dans le contexte nord-américain, aux États-Unis, ces programmes-là ont vu leur apparition dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Au Canada, de façon plus, disons, accélérée, ces programmes-là sont apparus dans les années 60. Dans quel contexte? Au début des années 60, milieu des années 60, on a eu une volonté de réformer les politiques migratoires pour les rendre plus transparentes, soi-disant pour réduire la discrétion administrative. Ça a donné lieu à quoi? À des grilles de sélection des immigrants qui donnaient une préséance presque absolue à des immigrants très qualifiés et très scolarisés. Conséquence nette, il y a évidemment des besoins dans différents secteurs et on a donc créé des programmes de travail temporaires. 1966, le premier pour les travailleurs agricoles. 1973, un autre programme qui, celui-là, s'adresse à tous les employeurs de tous les secteurs pour embaucher de la main-d'œuvre qualifiée ou dite peu spécialisée. Et en 1981, un programme d'employés de maison pour permettre l'embauche de travailleuses domestiques. Alors, il y a vraiment là du passage d'une politique migratoire qui structuralise finalement des programmes de travail temporaire, une adéquation entre les politiques migratoires et les besoins, évidemment, au niveau local. J'aimerais quand même, encore une fois, je semble verser dans l'anecdote, mais ça me semble quand même important de rappeler ces éléments-là. Un des débats qui se passe au milieu des années 70 entre deux députés de la province de Québec et le premier ministre Trudeau à l'époque, où les deux députés demandent « Ouais, mais comment ça se fait là qu'on en a des chômeurs? Comment ça qu'on embauche des travailleurs étrangers pour faire ces jobs-là? » Et le premier ministre Trudeau de répondre « Ben, écoutez, la possibilité de choisir librement son emploi, la possibilité de circuler sur le marché du travail est réservée aux citoyens canadiens et il y a une foule de secteurs d'activité qui ont besoin d'une main-d'œuvre qui n'est pas disponible. » Alors, dès cette époque, on ne pose pas les questions à savoir pourquoi ces secteurs-là ou ces emplois-là sont délaissés par la main-d'œuvre locale. On ne fait que faire un constat très objectif et mettre en place des programmes de travail temporaire pour permettre la venue temporaire, prédéterminée, pour un travail chez un employeur prédésigné, en œuvre et en justifiant comment? En opposant, encore une fois, ceux qui disposent de la mobilité professionnelle, les citoyens canadiens, et ceux qui n'en disposent pas, les migrants, et au surplus ici, les migrants temporaires. Alors, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Quel programme existe au Canada? Trois principaux programmes. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers qu'on connaît depuis près de plus de 40 ans, qui permettent la venue de travailleurs du Mexique et de certains pays des Antilles. Il s'agit d'un accord interétatique. Les travailleurs peuvent venir pour un maximum de 8 mois et ils viennent travailler évidemment dans le secteur agricole. Le programme des aides familiaux résidents, bien qu'à peu près 98% des personnes qui viennent par ce biais de ce programme-là sont des femmes, on l'appelle quand même le programme des aides familiaux résidents. C'est un programme qui fait un peu exception, permet l'immigration si on complète 24 mois de travail rémunéré sur un permis de séjour de 48 mois. Alors, il faut que ce soit du travail rémunéré pendant 24 mois, pendant un permis de séjour de 48 mois. Ce sont des femmes qui doivent résider obligatoirement chez leur employeur et qui ne peuvent que travailler pour un employeur personne physique. Ils ne peuvent donc pas être embauchés, par exemple, par un C3S ou par une entreprise qui fournit des services à domicile. Troisième programme, et c'est peut-être celui davantage de m'attarder aujourd'hui, le programme des travailleurs étrangers temporaires, programme mis en place en 2003 dans sa forme telle qu'on la connaît actuellement. 3 volets. Volet des professions peu spécialisées, transformation alimentaire, restauration, différents métiers dans les ressources naturelles vont venir par le biais de ce programme-là. Volet des professions spécialisées, personnel technique, professionnel ou de gestion vont venir par ce volet-là. Et un volet agricole qui permet aux producteurs agricoles
d'embaucher une main-d'œuvre qui ne vient pas du Mexique et des Antilles, qui vient du pays du choix de l'employeur. Ce programme-là est ouvert aux ressortissants de tous les États. Alors, c'est un peu le portrait des programmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Comment se passe l'embauche de ces travailleurs-là? C'est extrêmement important de se pencher sur ces conditions-là parce que j'estime que ce sont ces conditions-là, par le biais desquelles les travailleurs viennent travailler, qui ont une incidence sur les conditions de travail des travailleurs quand ils sont au Québec ou au Canada. Première des choses, l'employeur doit obtenir du ministère de l'Immigration québécois et de Services Canada, le guichet de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, un avis relatif au marché du travail positif. Alors, il doit être autorisé à embaucher de la main-d'œuvre étrangère. Comment? 2 grandes étapes. Et là, je résume, c'est un formulaire avec à peu près 62 questions. Très simplement, d'abord, l'employeur établir qu'il y a pénurie de main-d'œuvre sur le marché local. Comment établit-on la pénurie de main-d'œuvre? Il faut afficher une offre d'emploi pendant 14 jours dans des guichets d'emploi, montrer qu'on n'a pas pu combler et on aura établi la pénurie d'emploi. Quelle analyse des conditions de travail proposées en fonction de la réalité régionale, conditions de travail qualitatives ou quantitatives, quelle analyse qui est faite? Il y a là une zone absolument grise de la portée de l'analyse. Je serais portée justement à vous dire que, disons, que le degré d'intensité du contrôle de cette partie-là de l'analyse relative à la vie sur le marché du travail est de portée très limitée. Tu as affiché pendant 14 jours, tu n'as pas trouvé personne, tu as établi qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Deuxième chose, l'analyse de l'offre d'emploi qui est proposée aux travailleurs étrangers temporaires. Pour l'essentiel, c'est de voir combien tu vas lui offrir de l'heure. En fonction de quels outils, des outils qui, de mon point de vue, sont tout à fait imparfaits, l'IMT en ligne, l'Institut sur le marché du travail, Travailler au Canada, des sites web qui sont très génériques sur des types de professions où on va fixer un taux de salaire. Généralement, pour les professions peu spécialisées, on va se retrouver au salaire minimum de chacune des provinces pour l'essentiel. Dernière chose, au Québec, et j'insiste au Québec parce que le programme dans sa structure n'exige pas ça pour toutes les provinces, mais vous savez, l'analyse au Québec du marché du travail est faite conjointement entre le ministère de l'Immigration et le gouvernement fédéral. Il y a une demande d'approbation du syndicat local pour embaucher de la main-d'œuvre locale. Nous y reviendrons. Donc, quelques questions que j'ai soulevées. Quelle analyse, quand on regarde la pénurie d'emploi, des conditions qui sont proposées par ailleurs, et ça, je pense que c'est un point excessivement important, c'est que cette analyse-là est complètement dépersonnalisée. Je vais prendre l'image qu'on m'a déjà donnée pour m'expliquer qu'est-ce que c'est un avis sur le marché du travail. C'est un autobus. C'est un autobus où on autorise à l'employeur d'embaucher un certain nombre de travailleurs. Si l'employeur embauche depuis 2 ou 3 ans certains travailleurs qui réembauchent les mêmes personnes, va-t-on vérifier si ces personnes-là sont réembauchées, si ces personnes-là se retrouvent sur la liste de l'employeur? Pas du tout. L'employeur a le choix. Du point de vue des autorités qui mettent en œuvre ces politiques et ces programmes-là, l'employeur peut choisir de conserver les mêmes travailleurs ou de renouveler 50 75 ou 100 de sa main-d'œuvre. Conséquence, l'analyse du salaire qui est donné aux travailleurs se fait sur la base d'un travailleur qui n'a pas d'expérience, qui commence en emploi, et donc la détermination du salaire qui va être donné aux travailleurs étrangers est faite en conséquence. Alors, c'est simplement un petit exemple de la dépersonnalisation de l'analyse que font les autorités qui mettent en œuvre ces programmes-là, sans égard aux personnes qui viennent occuper ces emplois-là, alors qu'on sait pertinemment qu'année après année, plusieurs travailleurs reviennent pour des contrats à durée déterminée successifs. Ils font des allers-retours entre le Québec et chez eux mis entre guillemets. Alors, après l'autorisation obtenue par l'employeur à travers l'AMT, il faut regarder dans quelles conditions ces travailleurs-là viennent travailler. Alors, 2 choses, mobilité professionnelle réduite, doivent travailler pour le seul employeur prédésigné, et pour une durée limitée, leur contrat de travail est limité, et leur durée, leur permis de séjour au Canada également.
Il faut donc regarder les conditions qui sont posées par ces programmes-là, autant dans l'obtention par l'employeur de l'avis relatif au marché du travail que les conditions à travers lesquelles ces travailleurs-là viennent travailler ont une incidence sur les conditions dans lesquelles le travailleur effectue sa prestation de travail qui, je pense, ont des effets directs sur les conditions de travail dans le milieu donné d'où ces travailleurs-là sont. Et là, moi, je trouve qu'il est primordial de cesser de faire une association entre nivellement vers le bas des conditions de travail et présence du travailleur étranger temporaire. Il faudrait davantage réfléchir aux structures et conditions posées par ces programmes-là sur les conditions dans le marché local d'emploi. Au lieu de, ici, personnaliser ce débat-là à l'égard de travailleurs qui sont finalement victimes, qui n'ont pas le choix d'adhérer aux conditions qui sont posées par ce programme-là, et les conditions effectives qui sont imposées à cette main-d'œuvre-là. Comment ça se passe concrètement? La durée de leur séjour est limitée. Nécessairement, leur capacité d'intégrer et de bien comprendre l'environnement normatif et institutionnel dans lequel ils évoluent, tant au point de vue du travail que du point de vue socio-professionnel, plus largement appréhendé, nécessairement est contingent à la durée de leur séjour. Des personnes qui viennent ici 4, 5 ou 6 mois repartent ont nécessairement une plus grande difficulté à bien comprendre les structures dans lesquelles ils évoluent et comment mobiliser finalement les différentes institutions qui pourraient leur donner des services. Ils sont exclus des programmes d'intégration du ministère de l'Immigration. Ils ne peuvent pas, il est interdit pour ces travailleurs-là de suivre des programmes de formation, donc de francisation. Ils sont souvent isolés du point de vue linguistique. Plusieurs d'entre eux viennent d'Amérique centrale et un certain nombre de plus en plus important de certains pays d'Asie ne parlent ni le français ni l'anglais et travaillent souvent dans des régions qui sont éloignées des grands centres. Ça aussi, c'est à considérer dans la capacité à accéder aux institutions ou aux acteurs qui pourraient faciliter ou accélérer leur intégration dans leur milieu socio-professionnel. Par ailleurs, l'absence de mobilité professionnelle, ils sont liés à leur employeur. S'ils veulent revenir l'année prochaine, il faut qu'ils espèrent que l'employeur mette leur nom sur cette liste de travailleurs que l'employeur rappelle. S'ils ne sont pas rappelés, bien, ils retournent dans le bassin de travailleurs qui désirent être embauchés par un employeur X au Canada. Nécessairement, ici, le degré de captivité du travailleur à son employeur est inextricablement lié à l'absence de mobilité professionnelle qui est prévue dans ces programmes-là. Évidemment, si on regarde, et je reviens à ce que je disais au début, le discours sur la réforme de l'assurance-emploi, le discours sur la réforme de l'assurance-emploi qui est lié à un discours sur les programmes de travail temporaire suggère quoi? Suggère de mettre en compétition ces deux groupes de travailleurs. Et c'est pas seulement une incidence, on a parlé de la fragmentation des solidarités dans le milieu de travail, mais ce n'est pas uniquement visible dans le milieu de travail. Il y a également des conséquences évidentes au niveau de la cohésion sociale dans certaines régions, loin des grands centres où les travailleurs étrangers ne font plus juste travailler, bien, ils y vivent, ils sont intégrés dans des communautés locales. Et on peut imaginer qu'avec ce discours où on dit qu'il faut bien prendre garde aux travailleurs étrangers qui viendraient prendre des emplois des Canadiens, de la forme de fragmentation, de dualisation qu'on peut retrouver pas uniquement sur le marché du travail, mais également dans la collectivité locale. Et j'insiste parce qu'il y a là vraiment un risque d'effritement des solidarités et des phénomènes d'exclusion qui peuvent être très pernicieux. Les modifications au programme de travail étranger temporaire, je sais, il me reste une minute, très rapidement, qui ont été annoncées cette semaine. Élimination de la flexibilité salariale, je fais un petit clin d'œil, c'est une mesure qui a été adoptée il y a 1 an, en même temps que la réforme de l'assurance-emploi et de l'annonce du programme, où on disait vous pouvez octroyer jusqu'à 15 % de salaire de moins aux travailleurs étrangers temporaires par rapport à la main-d'œuvre locale. On peut se poser des questions. Cette mesure-là est éliminée, mais elle a été introduite il y a 1 an. Deuxième élément de réforme qui a été introduit,
Les employeurs devront désormais élaborer un plan de ressources humaines. Ils devront dire comment on va finalement permettre d'embaucher de la main-d'œuvre locale. Je veux faire un lien avec une modification réglementaire qui a été faite en 2011, où on a limité la durée du séjour des travailleurs étrangers temporaires à une durée cumulative de 4 ans, après quoi le travailleur étranger ne peut plus revenir pendant une période de 4 à 6 ans. Le fédéral a justifié ça comment? En disant, bien, c'est pour rendre le message clair aux employeurs et aux travailleurs que le programme des travailleurs étrangers temporaires, bien, c'est temporaire. Très bien, sur qui fait-on reposer le fardeau? Sur les travailleurs, parce qu'évidemment, les employeurs ont accès à une main-d'œuvre quasi illimitée dans certains secteurs d'activité, une main-d'œuvre étrangère hyper importante, un bassin très grand. Finalement, dans la foulée de l'affaire RBC, ça me semble évident que c'est une conséquence. On va ajouter des questions afin de s'assurer que le recours aux travailleurs étrangers ne serve pas à faciliter l'impartition des emplois des Canadiens. Alors, il y a ici dans la salle un nombre important de travaillistes. Vous savez comme moi que l'identification de l'employeur véritable dans une structure organisationnelle complexe n'est pas mince affaire. Va-t-on, par le biais du programme des travailleurs étrangers temporaires, j'insiste, imposer aux employeurs, aux sous-traitants, parce que c'est le sous-traitant qui va faire la demande de travailleurs étrangers temporaires, de réembaucher le travailleur mis à pied par l'entreprise cliente aux mêmes conditions qualitatives et quantitatives de travail. Il faut poser ces questions-là. On introduit cette nouvelle mesure-là. Comment va-t-elle être mise en œuvre concrètement? Il faut être excessivement vigilant. Finalement, dernier élément de réforme, on va pouvoir révoquer l'avis sur le marché du travail ou le permis de travail du travailleur si le PTET est utilisé à mauvais escient. Alors, il s'agit là d'une mesure a posteriori qui me semble un peu particulière, surtout compte tenu du fait que l'analyse par les autorités peut très bien être faite en amont au lieu que l'autorisation soit retirée en aval. Et j'aimerais quand même spécifier que les travailleurs qui viennent par le biais de ce programme-là engagent des frais excessivement importants pour venir, souvent s'endettent dans leur pays d'origine et se retrouvent dans une situation désastreuse au point de vue économique quand on leur retire a posteriori le permis de travail. Je pense que c'est important de se rendre compte de l'impact de ce genre de mesures-là sur ces populations de travailleurs. En guise de conclusion, parce que j'ai vraiment dépassé mon temps et Stéphanie me fait des gros yeux, j'aimerais quand même, moi, finir sur une note positive et de regarder collectivement que peut-on faire face à ce discours où carrément on met en scène une mise en compétition des travailleurs et où finalement on dit, bien, les travailleurs étrangers, OK, mais il faut faire attention parce qu'ils pourraient être ici pour prendre des emplois des Canadiens et des Canadiennes. Le rôle des syndicats au Québec est déjà dans la mise en œuvre du programme. Ils doivent donner leur approbation, éviter une situation qu'on a vue cette année en Colombie-Britannique où un syndicat dans une mine a fait une campagne contre l'embauche des travailleurs étrangers, jugeant qu'il y allait avoir un nivellement vers le bas des conditions de travail, et un travailleur étranger a fait une plainte à la Commission des droits de la personne pour discrimination. Éviter de se retrouver dans ce genre de situation où l'acteur syndical se retrouve pris entre deux groupes de travailleurs qui, ultimement, il devra effectivement représenter. Ajuster les stratégies d'information, que ce soit les organisations syndicales, les institutions gouvernementales, auxquelles d'ailleurs je fais le reproche autant à la Commission des normes du travail, mon ancien employeur, que la Commission de la santé et sécurité du travail, d'avoir un discours de responsabilité individuelle des travailleurs, qui ont la responsabilité de mettre en œuvre leurs droits au travail. Il faut ajuster le discours à l'égard de cette main-d'œuvre-là, entre autres, pas uniquement à l'égard de cette main-d'œuvre-là, pour bien comprendre la réalité dans laquelle ils se retrouvent, dans la réalité avec laquelle ils doivent composer au Canada pour justement que les stratégies d'information et de mise en œuvre des droits au travail soient adaptées. Même chose pour l'acteur syndical qui, dans le milieu de travail, a des travailleurs étrangers temporaires, faire traduire la convention collective, avoir des agents qui, de façon locale, peuvent interagir avec cette main-d'œuvre-là. Il me semble que c'est incontournable. Finalement, procéder à un véritable examen des conditions de travail qui sont proposées à la main-d'œuvre locale. Et si on ne trouve pas personne pour prendre ces emplois-là, bien, quelles sont les conditions qui sont proposées à ces travailleurs-là?
Est-ce qu'il y a une possibilité, finalement, que ces travailleurs-là améliorent avec le temps leurs conditions? Et j'y reviens toujours avec le même terme, pas seulement au niveau salarial, mais aussi qualitatif. Le degré de pénibilité psychologique et physique de certains de ces emplois-là font effectivement fuir la main-d'œuvre locale qui a la possibilité d'opter sur le marché local d'emploi. Finalement, et je conclus, les rôles de tous les acteurs sociaux, les municipalités, les municipalités locales, les groupes sociaux locaux, pour assurer une meilleure intégration, encore une fois, pas uniquement sur le lieu du travail, mais dans la collectivité locale, pour s'assurer que ces travailleurs-là, avec le temps, peuvent prendre sur eux de bien comprendre et d'éventuellement les amener à mobiliser les droits et les recours auxquels ils ont droit. Alors voilà, je vous remercie beaucoup et on pourra revenir après. Merci.